Jean-Pierre Raffarin, mais on pense surtout à la majorité silencieuse de Georges Pompidou. Et c'est quoi la définition de la majorité silencieuse? C'est les Français qui ne descendent pas dans la rue pour manifester. Dans ce cas-là, est-ce que la France du bon sens, c'est celle qui ne marche pas pour le climat? Est-ce que la France du bon sens, c'est celle qui ne défile pas avec les féministes contre Gérald Darmanin? Est-ce que la France du bon sens, c'est celle qui ne soutient pas Assa Traoré contre les violences policières? Et est-ce que la France du bon sens vit dans les territoires? Ce n'est pas dit explicitement, mais c'est ce qui est sous-entendu. En 2017, Emmanuel Macron a été élu par les habitants des grandes villes et des métropoles. En 2022, il voudra être le candidat du reste de la France et c'est pour cela qu'il a besoin de Jean Castex. Ça, on l'avait compris le jour de sa nomination. On en a eu hier la confirmation à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, effectivement épicentre de la vie politique en ce moment. Merci beaucoup, Daïk Audouy. Dans un instant, un député, celui des Français du Benelux, Pierre-Alexandre Anglade, qui est également porte-parole du groupe En Marche à l'Assemblée et qui va évoquer ce discours de politique générale. Mais avant cela, on va revenir sur une autre actualité brûlante, la Covid-19 et cette épidémie qui provoque depuis quelques jours et notamment hier une vague de reconfinement de par le monde. On en parle avec Mariam Pirzadeh. Bonjour Mariam, en direct ce matin depuis les studios de France 24. En Europe, en Asie, aux États-Unis, on reconfine. Est-ce qu'on peut faire le point ensemble ? Exactement. Alors, il y a d'un côté le continent américain avec un lourd tribut à l'Amérique latine qui atteint le seuil des 150 000 décès, dont la moitié juste pour le Brésil qui ne confine pas. Au Venezuela, toutefois, ce sont les habitants de Caracas qui vivent un confinement très strict depuis hier. Idem aux États-Unis, nouveau record hier avec 67 000 nouvelles contaminations et un président qui pousse les Américains à reprendre une vie normale et qui refuse de confiner de nouveau. En Asie, c'est l'inverse. Dès l'apparition de nouveaux cas, on reconfine. L'Inde a confiné de nouveau donc hier 125 millions de personnes qui vivent dans l'état de Bihar, c'est dans le nord du pays, c'est 10% de la population indienne. Il faut dire qu'en Inde, il y a pour le moment 500 morts par jour et 1 million de personnes environ sont contaminées. Alors chaque ville, chaque territoire prend ses décisions et ses dispositions. À Hong Kong, il n'y a pas un confinement strict de nouveau, mais les bars, les salles de sport, les salons de coiffure, les salons de beauté sont fermés de nouveau depuis hier avec l'apparition de nouveaux clusters. En Europe, on le sait, c'est l'Espagne qui a confiné de nouveau quelques-unes de ces régions. Une partie de la Catalogne a été l'objet d'un bras de fer avec la justice qui avait suspendu cette quarantaine. Finalement, elle est bien effective depuis hier pour 200 000 personnes. La Galice, dans le nord de l'Espagne, également connaît un confinement de nouveau. L'Espagne qui, par ailleurs, va rendre un hommage aujourd'hui aux victimes du Covid qui a tué plus de 28 000 Espagnols en présence notamment de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres dirigeants européens. L'Irlande qui devait rouvrir ses restaurants et ses bars et ses boutiques finalement repousse ce retour à la vie normale à la fin du mois de juillet. Et puis il y a toujours cette région de Lisbonne qui reste confinée de nouveau également jusqu'à la fin du mois de juillet. Les habitants ont ordre de rester chez eux sauf pour aller travailler ou alors se ravitailler en nourriture. La Commission européenne, elle met en garde. Il y a de plus en plus de foyers en Europe. Il faut faire très attention puisque à l'automne, il y aura aussi le retour de la grippe saisonnière et ce cocktail pourrait s'avérer potentiellement dangereux. Merci beaucoup Mariam pour ce point complet et à la lumière aussi de ce qu'on dit. Regardez ce post de blog relaté par franceinfo.fr. La directrice générale du FMI, le Fonds monétaire international, estime que la crise liée à la pandémie entre dans une nouvelle phase. Kristalina Georgieva dit il faut garantir une reprise durable, mais il faut maintenir, voire étendre les mesures de protection sociale, poursuivre les dépenses publiques pour stimuler l'économie. La relance en question partout dans le monde et donc notamment en France après ce discours hier de Jean Castex. On en parle avec notre invité dans quelques instants, mais d'abord le rappel des titres. Flore Maréchal. Et autre préoccupation du nouveau gouvernement, la laïcité. Jean Castex s'attaque à l'islamisme radical sous toutes ses formes. Le Premier ministre a annoncé hier un projet de loi sur la lutte contre les séparatismes. Il devrait être présenté en Conseil des ministres dès la rentrée. Le coronavirus circule toujours en France. 97 foyers de contamination sont en cours d'investigation, dont 8 en plus en 24 heures. Des signes de rebond donc et une progression inquiétante dans 4 départements. La Guyane, Mayotte, la Mayenne et la Gironde. On fait le point dans nos prochaines éditions.
Et puis la Sibérie, synonyme de grand froid pour beaucoup, et pourtant, depuis le mois de janvier, elle aligne des records de température avec pour conséquence une catastrophe écologique, de gigantesques incendies. Les images, vous le verrez, sont impressionnantes. Le prochain journal, ce sera à 8h. Sur ce plateau, on accueille Pierre-Alexandre Anglade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député des Français de l'étranger. Vous êtes également porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Vous étiez donc dans l'hémicycle hier. Oui. Vous avez voté la confiance. J'ai voté la confiance avec l'ensemble de mes collègues du groupe La République En Marche, du MoDem et de Agir. Une majorité solide, 345 votes en faveur du gouvernement de Jean Castex. Et donc qui nous permet désormais de nous mettre au travail pour les 600 jours à venir, 600 jours qui seront tournés vers la reconstruction économique, sociale, environnementale du pays, avec une priorité, une très grande priorité, l'emploi. Préserver les emplois et puis faire. On en a parlé et je vous propose de le développer. On entend les éléments de langage, 600 jours, priorité, emploi. Vous avez dit majorité solide, un petit peu moins de députés que pour les deux discours de politique générale d'Édouard Philippe, et notamment pour la première fois des votes contre, notamment de quelques députés qui appartiennent plutôt à l'aile gauche de la majorité, qui depuis ont créé un nouveau groupe. Ça veut dire clairement que c'était un homme de droite en face de vous hier. Ça veut dire clairement que certains de mes collègues n'ont peut-être pas perçu ou ne ressentent peut-être pas la situation dans laquelle se trouve le pays. C'est une situation d'urgence économique, sociale, environnementale qui exige un rassemblement le plus large possible. Et moi, j'ai entendu dans le discours du Premier ministre hier des orientations politiques à même de répondre largement au-delà des préoccupations des gens qui seraient issus de la droite, mais des préoccupations qui répondent aux difficultés immédiates du pays. Lorsque l'on propose d'investir 20 milliards d'euros dans la transition écologique, pour la rénovation thermique des bâtiments, pour des transports moins polluants, je ne pense pas que ce soit une mesure de droite. Lorsque l'on propose plusieurs milliards d'euros pour l'insertion, pour l'emploi, pour le chômage partiel, pour faire en sorte que l'on amortisse les difficultés économiques, ça ne me semble pas être une mesure de droite. Lorsque l'on propose 8 milliards d'euros pour le personnel soignant avec le Ségur de la santé, et qui est une revalorisation historique des moyens qui sont donnés à la santé, ça ne me semble pas être une mesure de droite, une mesure qui va dans le sens de l'intérêt du pays. Et donc, là, moi, pour conclure sur ce thème, je crois qu'il y a une caricature qui est faite du Premier ministre et de ce gouvernement, qui tendrait à dire que ce serait un gouvernement qui pencherait excessivement à droite. En réalité, lorsque vous regardez sa composition, il y a des ministres qui sont effectivement issus de la droite, mais vous avez aussi beaucoup de personnalités qui viennent de la gauche. Jean-Yves Le Drian, Florence Parly, Olivier Dussopt, Olivier Véran et d'autres qui viennent du Parti socialiste. Et donc le gouvernement, c'est un gouvernement de dépassement. Pas ceux qu'on entend le plus, mais je voulais juste avoir votre sentiment. Vous incarnez un peu cette Startup Nation. Vous avez rejoint En Marche, vous êtes un jeune élu, vous avez 30 ans, vous êtes engagé, dynamique, et vous avez Jean Castex en face de vous. Vous estimez vraiment que c'est le Premier ministre qui représente comme ça le macronisme? Il n'y a pas une sorte de dissonance, vraiment? Et moi, je ne crois pas. D'abord, la Startup Nation telle qu'elle en a bien voulu la présenter, c'était beaucoup plus complexe que ça, parce qu'en réalité, quand vous regardez la composition du groupe politique qui est le nôtre, et des personnalités qui ont rejoint le président de la République à l'époque candidat, vous avez tout type de profil, tout type d'âge, de sexe, et donc qui compose un rassemblement qui est largement au-delà de cette caricature ou de ce regard que l'on peut avoir à travers moi, notamment qui suis un jeune élu, qui viserait à penser que nous ne serions que des jeunes urbains, etc. Ce n'est pas la réalité. Par ailleurs, le mouvement qui est le mien est un mouvement de dépassement qui rassemble des personnalités issues de la droite, de la gauche, mais aussi de la société civile. On a vu pendant les 3 premières années du quinquennat un certain nombre de ministres issus de cette société civile et qui sont donc venus nourrir la vie politique. Et là, nous sommes rentrés dans un autre temps du quinquennat, avec la nécessité peut-être d'avoir une méthode différente, qui vient des territoires, comme on dit de façon un peu caricaturale, même si je n'aime pas beaucoup ce terme, qui représente mieux la France parfois périphérique, comme on a parlé hier Jean Castex. Et là, ça renvoie aussi ça renvoie peut-être aussi à des lacunes qui ont été les nôtres. Il faut les regarder avec beaucoup du pays. Et du coup, on va beaucoup plus, voilà, c'est ce qu'on a compris, s'appuyer sur le couple, maire, préfet, notamment. Ça d'accord. Sur les finances, vous l'avez dit, vous avez cité, vous égrenez des chiffres, des milliards et des milliards et des milliards d'euros. Moi, je me souviens d'Emmanuel Macron au début du quinquennat disant, et le répétant notamment aux Gilets jaunes, il n'y a pas d'argent magique. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour d'un coup, on a l'impression que l'argent coule à flot comme ça? Entre-temps, il s'est passé la plus grave crise économique, sociale, sanitaire que notre pays, l'Europe et le monde aient eu à affronter depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui remet en cause tout un certain nombre de dogmes, de croyances,
de pensée qui était fermement ancré dans la société, dans le monde politique, dans le monde économique, qui laissait à penser que l'équilibre budgétaire, la rigueur, était peut-être parfois plus importante ou alors primée sur le reste. Cette crise, elle bouleverse tout cela, et l'on voit bien que si l'on n'est pas capable d'apporter une réponse massive dès à présent, eh bien notre pays, comme l'Europe, aura affronté une crise économique et sociale qui durera longtemps. Regardez ce qui s'est passé en 2008. En 2008, il y a la crise des subprimes, il y a l'effondrement boursier, c'est une crise financière importante qui a des conséquences dont on a dépensé des milliards d'euros en 2008. Non, parce qu'on n'a pas réagi suffisamment rapidement. On a attendu 2012 avant que les Européens s'entendent. On a dépensé des milliards d'euros pour sauver les banques en 2008. Oui, mais c'était pas, on l'a fait pour sauver les banques, on l'a pas fait pour sauver les emplois. Ce que je veux dire, c'est qu'on est assez rapidement revenu sur le monde d'avant en 2008. Qu'est-ce qui nous garantit là que tout cet argent investi ne sera pas finalement en pure perte pour repartir sur les mêmes bases et donc les mêmes causes créant les mêmes effets, d'avoir de nouvelles crises dans la vie? Moi, je crois qu'on a un changement de paradigme ou un changement de perception des choses qui est majeur avec cette crise. L'on considère aujourd'hui que la souveraineté économique, que la transition écologique sont des piliers de la reconstruction du pays. Et lorsque vous avez 100 milliards d'euros qui sont injectés dans l'économie, dont 20 milliards pour assurer la transition énergétique, dont une partie importante pour relocaliser, notamment en crédit d'impôt ou en baisse d'impôts, les industries sur notre territoire, eh bien ça, c'est un changement de perception majeur, parce qu'en 2008, nous n'avions pas perçu les vulnérabilités, les fragilités qui étaient les nôtres, qui faisaient que nos entreprises n'étaient plus en France et n'étaient même plus en Europe. Et on a vu pendant cette crise la très grande fragilité de notre pays, du continent européen, qui était dépendant d'autres grands ensembles, de la Chine, des États-Unis d'Amérique. Et donc vous avez un changement en France, mais aussi partout en Europe. Lorsque la Commission européenne propose un plan de relance de 750 milliards d'euros, avec une visée très claire, c'est la réindustrialisation du continent européen, l'autonomie stratégique, la souveraineté, eh bien c'est un changement qui n'est pas seulement franco-français, mais qui est européen et qui est porteur d'espoir pour l'avenir. Qui va payer la note à terme? Pas d'augmentation d'impôts, on a du mal du coup à comprendre. À terme, ça va être le remboursement qui s'étalera forcément sur les générations à venir. Et puis vous savez qu'il y a une partie importante de cet emprunt de 100 milliards qui sera financée par l'Union européenne. 38, 40 milliards, les chiffres ne sont pas encore tout à fait fixés, mais c'est quand même considérable. Et cela sera remboursé, en tout cas moi je l'espère, via de nouvelles ressources propres, de nouvelles contributions. Une taxe sur le plastique, une taxe sur les grands géants du numérique notamment, une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne sur les produits importés qui permettront de rembourser cela progressivement. Et donc c'est aussi là la grande force de l'Union européenne dans cette crise. On se rend bien compte que les États, la France seule, qui est un très grand pays, mais la France seule ne pourrait pas faire face à une crise de cette ampleur. Et donc c'est une partie de l'emprunt que nous rembourserons sur les futures générations, mais c'est aussi l'argent européen qui concrètement va se déployer dans les territoires. Lorsque l'on parle de réindustrialisation, on parle par exemple d'un grand pôle de la voiture dans le nord de la France. Et bien ce grand pôle, il pourra être financé notamment par cet argent européen. Je voudrais qu'on revienne à la politique politicienne. Vous le déplorez peut-être, c'est aussi comme ça. On attend la nomination de secrétaire d'État. Est-ce que vous êtes pour l'ouverture jusqu'aux macronistes? Mais moi je suis pour l'ouverture à des personnalités les plus compétentes possibles sur leur portefeuille. Et d'ailleurs qu'ils viennent de La République En Marche ou d'ailleurs. Ce serait quand même un signe important pour le nouveau chef de la majorité de faire entrer au gouvernement des gens issus d'En Marche. Il y a des gens de grande qualité dans la majorité, mais vous savez, au gouvernement, il y a déjà eu un certain nombre de ministres qui sont issus de cette majorité. Et je pense à un ministre qui s'est révélé dans la crise, Olivier Véran. Olivier Véran, c'était un député de la majorité. Il était connu dans notre majorité, mais il n'était pas forcément connu du grand public. Eh bien, il s'est révélé pendant cette crise. Brigitte Bourguignon qui vient d'entrer au gouvernement aussi. Il y en a d'autres. Barbara Pompili, numéro 2 du gouvernement. Et donc je sais que dans mon groupe, il y a d'autres personnalités de qualité qui pourront, je l'espère, entrer au gouvernement. Mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'avoir des personnalités compétentes d'où qu'elles viennent pour servir le pays. Merci beaucoup Pierre-Alexandre Anglade d'être venu nous parler ce matin des suites de ce discours hier de politique générale et de ce vote de confiance. Vous avez fait partie des 345 députés à l'avoir voté. Oui. Restez avec nous sur France Info, la météo à suivre et le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Eh bien oui, la journée s'annonce encore un petit peu triste. Il y a 2 journées comme ça, maussade un peu pour tout le monde. Alors, il faut savoir qu'on a une petite dépression qui déborde sur le nord-est ce matin, donc ça nous donne beaucoup de nuages, des petites bruines, donc très peu de précipitations. Et puis petit à petit, l'anticyclone va commencer à faire son travail. Donc il va ramener vraiment du très beau temps sur la Bretagne, le Cotentin. Ça va descendre jusqu'à la région bordelaise. Au milieu de tout ça, ce sera mitigé, mais avec une tendance plutôt belle. Il y aura en tout cas pas de précipitations. Et puis au sud, ce sera très beau. Les températures du matin, on gagne 2 degrés au nord, on en perd 2 au sud. On est vraiment proche des valeurs de saison.
Et puis dans l'après-midi, alors ça va rester bien agréable sur le sud. Et puis on va grappiller 2-3 degrés au nord. Il y a vraiment que sur les secteurs de Lille ou encore Strasbourg où on sera sur des valeurs de début mai. Donc il nous manque encore un petit quelque chose. Alors pour la suite, c'est important. Donc demain, on aura encore pas mal de nuages. Mais l'anticyclone, petit à petit, fait son travail. Donc 2-3 petites gouttes ici et là sur le nord-est. Et puis à partir de samedi, eh bien ça y est, l'anticyclone revient. Les nuages que vous allez voir sur le nord vont vraiment se dissiper au fur et à mesure de la journée. Et puis dimanche, on a un petit front qui va venir déborder sur les régions proches de la Manche. Mais ça va se dissiper aussi très rapidement. Belle journée à vous et bon week-end. Bienvenue, nous, si vous nous rejoignez sur France Info, bientôt 8h avec Flore pour le journal. On évoque essentiellement 2 grands titres dans l'actualité, cette reprise épidémique du Covid-19. En tout cas de son épidémie, ce sera à suivre dans le journal. Et puis évidemment la politique avec les suites du vote de confiance accordée à Jean Castex. Hier, on l'évoquera notamment avec la porte-parole du Parti socialiste Diana Badiop qui est avec nous par visioconférence. La suivre la revue de presse et l'actu sportive aussi dans la prochaine demi-heure. Voici les titres. Et à la une, la Guyane, Mayotte, la Mayenne ou encore la Gironde, 4 départements vulnérables où le coronavirus circule activement. L'épidémie repart légèrement. En France, ces dernières 24 heures, 8 nouveaux foyers de contamination sont en cours d'investigation. Il y en a 97 en tout. La laïcité, au cœur des préoccupations du nouveau gouvernement. Jean Castex s'attaque à l'islamisme radical sous toutes ses formes. Le Premier ministre a annoncé hier un projet de loi sur la lutte contre les séparatismes. Il devrait être présenté en Conseil des ministres à la rentrée. Et puis Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates ou encore Joe Biden, tous victimes d'un piratage massif de leur compte Twitter. Des hackers les ont utilisés pour tenter de récolter des bitcoins et cette crypto-monnaie, une monnaie virtuelle. Et ce n'est pas la première fois que le réseau social à l'oiseau bleu est au cœur d'un piratage d'une telle ampleur. Mais d'abord, donc, cette épidémie de Covid-19. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, était il y a quelques minutes sur France Inter. Et que dit-il ? Nous avons demandé au préfet de Mayenne de mettre en place un certain nombre de mesures, comme l'obligation du port du masque dans les lieux publics sans attendre la date du 1er août. Pourquoi ? Parce que cette situation en Mayenne, elle est problématique, département de l'Ouest, et ce n'est pas le seul à concentrer les difficultés. Effectivement, la Mayenne n'est pas le seul département, mais regardez, avant Jean Castex hier, qui était en plein dans son discours de politique générale, à l'Assemblée nationale, 345 voix pour, 177 pour, un vote de confiance donc pour le Premier ministre, qui a détaillé le plan de relance économique pour les 600 derniers jours du quinquennat, un plan de relance de 100 milliards d'euros qui va s'appuyer essentiellement sur les territoires. Il souhaite une décentralisation et va de nouveau présenter son projet devant le Sénat ce matin. Un projet qui contiendra notamment cette lutte contre l'islamisme radical sous toutes ses formes. Oui, effectivement, contre le repli sur soi, contre le communautarisme aussi, c'est ce qu'a annoncé Jean Castex hier. Donc, une loi, un projet de loi même qui devrait être présenté dès la rentrée en Conseil des ministres sur la lutte contre les séparatismes. Sonia Boudjama. La parole est à monsieur le Premier ministre. Face aux députés pour son discours de politique générale, le Premier ministre fait de la lutte contre les séparatismes la préoccupation majeure du gouvernement. Un projet de loi contre les séparatismes sera présenté en Conseil des ministres à la rentrée. Avec la défense de la laïcité comme valeur cardinale de la République, le chef du gouvernement se montre ferme. Aucune religion, aucun courant de pensée, aucun groupe constitué ne peut s'approprier l'espace public et s'en prendre aux lois de la République. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont, lutter contre l'islamisme radical sous toutes ses formes. En matière de justice, Jean Castex s'est positionné en faveur de la création de juges de proximité à partir de 2021 pour lutter contre les incivilités du quotidien.
Autre priorité, la relance économique et notamment pour le gouvernement, l'appui sur les entreprises. Oui, il faut aider ces entreprises. La question maintenant, c'est comment les aider ? Eh bien, le ministre de l'économie l'a précisé hier soir sur le plateau de France 2. Je vous propose d'écouter Bruno Le Maire. Ce sera une baisse massive. Combien ? 2 fois 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros en 2021, 10 milliards d'euros en 2022. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Tout simplement parce que depuis 20 ans, nous avons laissé partir notre industrie. Il y a eu des délocalisations massives. Nous voulons relocaliser notre industrie pour être souverain sur les médicaments, sur l'automobile, sur l'aéronautique. Mais si vous voulez que les entreprises industrielles s'installent sur les territoires, il ne faut pas qu'elles payent, avant même qu'elles fassent des bénéfices, 5 fois plus d'impôts de production qu'en Allemagne. Ça veut dire que produire en France sera moins cher ? Produire en France sera moins cher. La relance économique et la politique au sens plus large au menu de notre interview avec Diana Badiop. Bonjour, vous êtes la porte-parole du Parti socialiste. Revenons sur ce discours de politique générale. Le Premier ministre l'a dit, il va s'appuyer sur les territoires. 25 fois le mot a donc été prononcé. Les élus locaux, ils sont notamment socialistes en France. Vous lui dites, OK, banco, on travaille ensemble ? On lui dit peut-être qu'il était temps. Ce qu'on comprend surtout, c'est que ce Premier ministre va devoir faire en à peu près 600 jours ce que le gouvernement précédent n'a pas été capable de faire. Et avec à peu près les mêmes moyens, quelques grosses annonces entre guillemets, mais qui finalement ne sont pas du tout à la hauteur de notre de notre état d'urgence aujourd'hui, que ce soit au niveau économique ou encore social. Il était temps de s'intéresser au territoire, il était temps de faire avec ceux qui font la France au quotidien. Je reste très sceptique parce que jusqu'ici, nous n'avons rien vu. On entend votre scepticisme, on le comprend, vous êtes dans l'opposition, mais tout de même, observons les choses. 100 milliards d'euros pour relancer l'économie dans beaucoup de secteurs, l'emploi des jeunes, des plans pour une relance verte. Est-ce que à un moment, il n'y a pas aussi un peu de posture de votre part en disant non pour le principe ? Non, on ne dit pas non pour le principe, on dit simplement qu'on espère que ce sera suivi des faits. Vous savez, ça fait 3 ans qu'on nous annonce que notre vie va radicalement changer. Ça fait 3 ans qu'on nous dit que nous allons faire de la politique autrement. Force est de constater, et les faits sont têtus, que ça n'a pas été le cas. Nous changeons aujourd'hui de Premier ministre. Nous avons un nouveau gouvernement qui n'est même pas encore au complet parce que les secrétaires d'État ne sont pas encore nommés. Je pense aussi que le fait d'avoir reporté cette nomination après le discours de politique générale pouvait aussi s'entendre comme un moyen de ne pas froisser les uns et les autres. Je suis navrée, mais je suis comme beaucoup de Français, je suis dans la défiance. Ce gouvernement... Le gouvernement précédent, notre président ne nous a pas mis dans un état de confiance et j'attends de voir. Autre sujet de crispation, la réforme des retraites qui est de nouveau sur la table. Demain, les partenaires sociaux sont attendus à Matignon, comme vendredi dernier. Olivier Faure demande tout simplement l'abandon de cette réforme. Est-ce que c'est votre cas ? Tout à fait. Je suis navrée, mais lorsqu'on dit que vous êtes dans la discussion, vous êtes justement pour faire autrement, alors que tout le monde le dit, les syndicats, y compris que personne ne veut de cette réforme de la retraite, un des signes forts pour justement indiquer un virage, un changement de cap, aurait été d'abandonner cette réforme de retraite. Alors que Jean Castex, une des premières choses qu'il nous a dites en étant nommé, c'était qu'il ne renoncerait pas. Eh bien, nous non plus, nous ne renoncerons pas à combattre cette réforme de retraite qui est injuste et qui est mal ficelée. Merci beaucoup Diana Badiop d'avoir été ce matin avec nous sur France Info pour nous apporter vos réponses et ce commentaire sur l'actualité. L'actualité politique, l'actualité sanitaire également. Avec le virus qui circule toujours largement en France, j'en disais un mot tout à l'heure, il y a 97 foyers de contamination toujours en cours d'investigation en France. Et 8 supplémentaires ces dernières 24 heures, une progression qui est assez inquiétante, notamment dans 4 départements, la Guyane, Mayotte, la Mayenne et la Gironde. Alors, où en est justement l'épidémie exactement en France ? On fait le point avec Alizé Lutran. La France compte aujourd'hui 386 foyers épidémiques, dont 8 nouveaux détectés ces dernières 24 heures. Selon le ministère de la Santé, 104 foyers sont encore actifs sur le territoire. Depuis quelques jours, certains départements font face à un rebond du nombre de cas de personnes contaminées, comme la Mayenne. Le seuil d'alerte a été franchi, 50,1 nouveaux cas pour 100 000 habitants, seuil fixé à 50 par les autorités sanitaires. Certaines villes du département, particulièrement touchées par le virus, procèdent à de vastes campagnes de dépistage. Les habitants viennent se faire tester en masse.
parce que j'ai plus peur pour les autres que pour moi. J'ai peur, disons qu'on est anxieux. On était dans une région où on était le moins touché. Donc peut-être que les gens se sont un peu trop relâchés. La Mayenne compte aujourd'hui 7 foyers épidémiques à elle seule. Autre département sous surveillance, la Guyane, qui dépasse également le seuil d'alerte. 4 régions accueillent aujourd'hui 71% des patients hospitalisés en réanimation. L'Île-de-France, le Grand Est, les Hauts-de-France et la Guyane. L'Île-de-France, justement. Autre extrait de l'interview d'Olivier Véran ce matin à nos confrères de France Inter, je cite, « Des signaux d'attention particulière en provenance de certains hôpitaux parisiens où on note donc des signaux faibles de reprise épidémique. » C'est le cas en France. La situation est autrement plus inquiétante aux États-Unis. Avec de nouveaux records de contamination, 67 000 cas en 24 heures, donc plus de 10 000 rien qu'au Texas. Le gouverneur de l'Oklahoma a été contaminé. En Alabama, c'est le masque qui a été rendu obligatoire, le masque qui est vu comme un ultime rempart à la propagation de l'épidémie. Des masques aux États-Unis pour éviter des confinements locaux. Les États-Unis, toujours avec ce document France Info, le témoignage de Melinda Gates, c'est la femme de Bill Gates, un témoignage exclusif. Oui, exclusif pour France Info, elle ne prend la parole que très rarement, Melinda Gates, mais cette fois, il y a urgence sur les conséquences de la crise sanitaire, sur les conditions des femmes aux États-Unis, alors que ce sont elles qui travaillent dans les supermarchés et qui soignent les gens. Il faut donc débloquer des fonds pour faire avancer cette cause. Melinda Gates qui s'inquiète aussi évidemment de la situation aux États-Unis et qui a répondu sur cette question sur le nouveau chemin esquissé par Emmanuel Macron. Écoutez. Je crois qu'un nouveau chemin, ce serait de s'assurer que lorsque le vaccin sera disponible, qu'il soit distribué de façon équitable, qu'il aille d'abord aux travailleurs de santé à travers le monde, quel que soit leur pays, parce que ce sont eux, ces travailleurs de santé, qui nous aideront à sortir de la crise, et puis qu'il soit distribué aussi aux populations les plus vulnérables. Comment s'assurer que ces vaccins pourront être achetés? Et je sais qu'il y a tout un groupe de dirigeants en Europe et à travers le monde qui s'occupent de mettre en place un fonds pour pouvoir acheter ces vaccins. Et j'espère que cet effort continuera. Et Bill Gates est également à la une ce matin. Alors pour un autre sujet, il s'agit d'un piratage massif. Oui, avec Barack Obama, Joe Biden ou encore Elon Musk, ils ont tous été victimes d'un énorme piratage de leur compte Twitter. Des hackers qui ont tenté de récolter des bitcoins. Vous savez, c'est cette monnaie virtuelle. On appelle ça une crypto-monnaie. Écoutez les explications de Juliette Baïza. Ce pourrait être la pire cyberattaque contre un réseau social influent. Twitter, victime d'une vaste arnaque à la crypto-monnaie. Hier, plusieurs personnalités américaines voient s'afficher sur leur compte ce message réclamant l'envoi de bitcoin, de l'argent virtuel. Je double tous les paiements envoyés à l'adresse bitcoin ci-dessous. Si vous envoyez 1 000 $, je vous rendrai 2 000 $. L'offre tient une demi-heure seulement. Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden, mais aussi l'ancien président Barack Obama ou le milliardaire Elon Musk, tous sont victimes de ce piratage. En réaction, la plateforme efface rapidement les tweets et bloque la publication de nouveaux messages sur certains comptes pendant plusieurs heures. Mais le bilan est lourd. L'équivalent de 116 000 $ ont été envoyés vers l'une des adresses frauduleuses. L'ampleur de ce piratage inquiète à un peu plus de 3 mois de l'élection présidentielle américaine, où les questions de cybersécurité devraient être au premier plan. Et puis c'est l'une des conséquences positives du confinement. C'est vrai qu'on a souvent entendu cette expression qui n'est pour autant pas galvaudée. On va en avoir une preuve. La nature a repris ses droits. Et oui, vous avez pu entendre les oiseaux chanter dans les grandes villes ou encore voir les tortues marines pondre tranquillement sur le rivage, comme ici, au milieu d'une plage publique de Fréjus, dans le Var. C'est un reportage d'Hugo Pufnet et de Lou Cricorian. Une clôture sur la plage qui attire tous les regards. Au beau milieu des baigneurs, il y a ici un nid de tortues kawan, une espèce protégée. On voit qu'il y a un galet en place et une corde qui marquent l'emplacement précis du nid. En fait, le nid il a une forme de poire, comme ça. Et en fait, les œufs sont en profondeur, parfois ça dépend, mais jusqu'à 30 cm de profondeur, voire plus. Un événement inédit sur cette plage, filmé vendredi soir. Pendant plusieurs heures, lentement, la tortue creuse son nid avant de le recouvrir de sable et de repartir à la mer. Elle est là. Une scène rarissime observée par ce policier municipal.
C'est émouvant, on la voit en train de pousser, de sortir ses œufs. J'avais l'impression d'être le papa, j'étais à côté d'elle avec des collègues en train de l'assister durant cet effort. Émouvant aussi pour les habitants de Fréjus, les habitués de cette plage. Moi, ça fait 40 ans que je suis ici et j'ai jamais vu ça. C'est une bonne nouvelle, c'est que les tortures reviennent. Hein. Ouais, c'est cool, hein. C'est bien. En Méditerranée, il y aurait 1 à 2 millions de tortues kawan. Mais ce retour sur la Côte d'Azur étonne les biologistes. Ce nouveau site de ponte pourrait être un signe du dérèglement climatique. Je pense que c'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. Il y a l'évolution des sites de ponte, c'est-à-dire qu'il y a des sites de ponte qui apparaissent et qui disparaissent chaque année. Et en effet, la question du réchauffement climatique se pose. Il faudra désormais attendre avant l'éclosion de ces tortues, prévue au mois de septembre. On termine avec un hommage à une chanson qui a marqué les années 80 et qui a perdu son interprète. Ah oui, effectivement, l'interprète de la danse des canards, Gigi Lionel, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi. Il avait 72 ans, il a fait danser des millions de personnes et ce n'est pas rien de le dire puisqu'il avait vendu 3,5 millions de disques. Il était même dans le livre des records pour cette chanson. Et je suis sûr que vous êtes en train de nous maudire parce que vous avez cette chanson dans la tête pour la journée. C'est notre petit clin d'œil à Gigi Lionel. Merci Flore, à tout de suite.